Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Werimo. Bienvenue dans les entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fiona Burns, accompagnatrice en montagne, géologue et volcanologue. Elle va nous parler de sa profession et nous expliquer l'origine et le fonctionnement des sources d'eau chaude. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Comme tu l'as bien dit, je m'appelle Fiona Burns. C'est un prénom et un nom de famille d'origine écossais, mais je suis née en Suisse, donc made in Switzerland, comme on dit. Et je suis géologue et volcanologue de métier. Donc j'ai travaillé plusieurs années comme volcanologue dans un observatoire aux îles Canaries, sur l'île de Tenerife. Et je suis aussi maintenant devenue accompagnatrice en montagne. Je me suis récemment formée. C'est une formation qui dure presque 2 ans pour justement être formée en thème de sécurité et de guidage en montagne. Et donc récemment, je viens de cofonder en fait mon entreprise qui s'appelle Aventure Sauvage avec mon associé Aurel Pulfer. Et l'idée donc c'est de proposer des randonnées, mais aussi des treks et des voyages sur le thème de la géologie surtout, mais aussi de la nature, de la faune, pour faire découvrir tout ça aux personnes passionnées. Pouvez-vous nous expliquer votre métier de géologue ? En tant que géologue, notre but est assez simple en fait, c'est de mieux comprendre et aussi surtout savoir expliquer le fonctionnement des cycles naturels de la Terre, mais aussi comprendre en fait l'histoire de la Terre pour ensuite pouvoir mieux prévoir la suite, comme par exemple les dangers naturels, glissements de terrain, séismes, toutes sortes de catastrophes naturelles et bien sûr les éruptions volcaniques. Nous sommes un peu les médecins des volcans, on les écoute, on les ausculte, voilà, pour savoir quand ils vont enfin entrer en éruption et pouvoir prévenir la population et l'évacuer à temps. Et d'où vient votre passion pour votre métier ? Déjà, toute petite, quand j'étais sur le chemin de l'école primaire, je ramassais des cailloux sur le chemin et je les donnais à ma maman. Puis, un peu plus grande déjà, mais toujours très jeune, à l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à partir en vacances aux îles Canaries avec mes parents. Donc, ce sont des îles volcaniques, de type un peu comme les volcans des îles hawaïennes. Et en fait, ça m'a marqué à vie et c'est ça qui a créé ma passion naissante pour la géologie et les volcans. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre carrière ? La difficulté à trouver du travail dans mon domaine, précisément, car en plus d'être volcanologue, je fais de la vulgarisation scientifique. Donc, c'est rendre la science accessible et ludique au grand public, mais aussi aux enfants. J'ai travaillé quelque temps là-dedans. Je faisais de la vulgarisation scientifique aux îles Canaries, à l'observatoire où j'étais, donc pour la population locale en espagnol. J'ai aussi travaillé une saison à Vulcania, qui est un parc à thème sur les volcans en France, en Auvergne. Mais en Suisse, ça a été compliqué. Donc, j'ai décidé de me lancer en tant que géologue et accompagnatrice en montagne indépendante et ainsi pouvoir partager finalement ma passion et mes connaissances de la géologie à l'extérieur, donc en organisant des randonnées, des treks et des voyages sur le thème de la géologie. Les entretiens de Synergie Mag. Maintenant, on va passer à mon thème préféré. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement d'une source d'eau chaude ? Pour vous expliquer le fonctionnement d'une source d'eau chaude, j'ai amené une très belle image que vos auditeurs ne pourront pas voir, mais du coup, je vais vous l'expliquer. Donc, il faut imaginer que c'est un cycle naturel. Tout comme le cycle de l'eau, par exemple, sur la Terre. Il faut imaginer que tout d'abord, il va pleuvoir sur Terre, ou neiger aussi, sous forme de neige. Et cette neige qui va fondre, ou l'eau de pluie, va s'infiltrer dans les roches à travers le sol. Donc, elle va passer à travers des fissures qui sont dans les roches, des failles aussi géologiques, qui sont des grandes failles, des systèmes de failles qui sont déjà en place, ou à travers aussi des terrains perméables, comme par exemple dans le Jura, ici, nous avons des terrains calcaires, qui créent ce qu'on appelle des paysages karstiques, donc avec plein de réseaux de failles, parce que le calcaire est soluble, donc l'eau s'infiltre facilement. Des terrains aussi de roches volcaniques, souvent sont assez perméables parce que on a souvent des éruptions de type plutôt explosif qui vont créer des terrains qui sont quand même assez perméables où l'eau peut s'infiltrer à travers. Donc ça, c'est la première étape. Cette eau s'infiltre, elle va descendre jusqu'à plusieurs centaines, voire des milliers de mètres de profondeur. Ensuite, en fait, l'eau va se réchauffer une fois qu'elle est en profondeur, car plus on descend sous la surface de la Terre, plus la température augmente. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Il est en moyenne de environ 20 voire 30 degrés Celsius par kilomètre. Ce qui veut dire que déjà 1 km sous terre, on est à environ 30 degrés de température. À 2 km, 60 degrés, etc., etc.
Donc, dans certaines régions, par exemple près des zones volcaniques, comme en Islande, la chaleur est beaucoup plus proche de la surface, vu qu'il y a du magma assez proche de la surface de la Terre. Mais de toute façon, qu'il y ait des volcans ou pas, en fait, ce gradient géothermique dont je viens de vous parler existe. Donc, même dans des zones non volcaniques, on peut avoir des sources d'eau chaude. On en parle un peu plus après. Une fois cette eau infiltrée, elle va se réchauffer au contact des roches et elle va atteindre des températures qui peuvent être assez élevées selon la profondeur, et elle va également se charger en minéraux comme du soufre, du calcium, de la silice. On reparle dans un moment quels minéraux précisément. Donc la prochaine étape, une fois que cette eau s'est réchauffée, elle va remonter naturellement parce que forcément l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. Donc elle va remonter naturellement, toujours par les fissures, les failles ou les fractures qu'on avait dans la roche. Et finalement, elle va ressortir à la surface, donc soit sous forme de source d'eau chaude ou source d'eau thermale, voire même parfois de geyser s'il y a une haute pression pour faire jaillir l'eau à la surface. Et comme je l'ai dit, elle va ressortir chaude et minéralisée. Donc pendant ce long trajet en fait sous terre, qui peut prendre des dizaines voire des centaines d'années, l'eau va vraiment stagner sous terre, elle va dissoudre les éléments chimiques qui sont contenus dans la roche qu'on appelle roche encaissante, donc c'est les roches environnantes, et ces éléments sont par exemple le calcium, le magnésium, le soufre et la silice, et c'est donc pour ça que certaines eaux thermales sont ensuite utilisées dans des stations thermales pour leurs propriétés thérapeutiques. Une source d'eau chaude, c'est pas forcément des régions volcaniques. Tant qu'il y a des montagnes et puis qu'il y a le type de roche qu'il y a, c'est possible que ça se forme. Oui, c'est juste. Alors, je vais compléter. Même loin des zones volcaniques, on a toujours la température qui augmente avec la profondeur. En fait, c'est vrai partout sur Terre. Donc, toujours ce fameux gradient géothermique de 25 voire 30 degrés par kilomètre de profondeur. Et en fait, finalement, la Suisse, donc, n'a pas de volcan, pas du tout, à ma plus grande tristesse. Il faut des zones montagneuses et il faut que l'eau puisse s'infiltrer. Donc, il faut justement, par exemple, la chaîne des Alpes est propice à ça parce que c'est une chaîne de montagnes qui a été formée donc il y a 50 millions d'années en arrière, lors de la collision entre la plaque africaine et la plaque européenne. Donc la plaque africaine qui est remontée vers le nord a fermé l'océan de la Thétis, qui était un ancien océan qui séparait les deux, un peu comme la Méditerranée aujourd'hui. Et lors de cette collision, ça a créé cette immense chaîne des Alpes qui sont des roches très formées, fracturées, fissurées, faillées par justement cette collision. Donc, en fait, c'est grâce à ces nombreuses failles et fractures dans les roches qui permettent la circulation des eaux en profondeur. Donc, qui permettent aux eaux de s'infiltrer, de se réchauffer grâce au gradient géothermique et finalement de remonter à la surface sous forme de failles. Donc ça, c'est quand même des conditions, on va dire, nécessaires. Même si on n'a pas de volcan, il faut des roches avec beaucoup de failles. Et là, tout fonctionne pour avoir de l'eau chaude. Les entretiens de Synergie Mag. Avez-vous déjà visité d'autres sources d'eau chaude dans d'autres pays? Malheureusement, pas encore. Je suis passionnée de volcans, mais pas autant de sources d'eau chaude. Mais justement, j'adorerais visiter l'Islande, car l'Islande est bien connue pour ses sources d'eau chaude, mais aussi surtout pour ses volcans, que je n'ai encore jamais eu la chance de voir en activité de mes propres yeux. Et il y a aussi un autre pays où j'ai été, qui est l'Arménie, qui a beaucoup de sources d'eau chaude à cause du Caucase, qui est justement aussi une immense chaîne de montagnes un peu comparable aux Alpes. Et je veux pas faire de la publicité, mais mon associé, Aurel Pulfer, organise justement un voyage là-bas au printemps, donc en mai 2026. Du 9 au 20 mai, il va partir en Arménie, faire tout un trek dans le sud du pays où justement, si vous voulez voir des sources d'eau chaude, il y en aura sur le chemin. Et quels sont les risques d'une source d'eau chaude? Alors, les risques d'une source d'eau chaude, mais vraiment d'un type geyser. Le premier risque principal, ce serait d'avoir des brûlures graves, car tout simplement, si l'eau est très chaude, déjà entre 40 et 50 degrés, cela devient douloureux. Mais au-delà de 60 à 80 degrés, on a vite des brûlures, et à plus de 100 degrés, là, on a un geyser, et c'est des brûlures très sévères en quelques secondes. Le problème, en fait, c'est que souvent, le danger vient du fait que, quand on est dans une zone à source d'eau chaude, mais de geyser, la surface semble souvent solide, car on a une croûte minérale, en fait, qui se forme en surface, donc qui donne cet aspect solide, mais en fait, cette croûte est très fragile. Et justement, de l'eau bouillante, sous pression, se trouve juste dessous. D'où le danger, souvent on a chaque année par exemple au parc de Yellowstone, on a des accidents lorsque les visiteurs quittent les passerelles, et c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir des zones balisées. Certains geysers sont aussi assez prévisibles, comme le Old Faithful qui est un geyser au parc national du Yellowstone, mais d'autres geysers peuvent aussi entrer en éruption sans avertir et projeter justement de l'eau bouillante jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de haut. Donc d'où le danger.
Donc les deuxièmes dangers liés aux geysers, donc aux sources d'eau très chaudes, ce sont aussi les gaz toxiques, car ils émettent du dioxyde de soufre, du sulfure d'hydrogène, qui y a une odeur d'œuf pourri, comme dans les volcans où il y a du soufre, et du dioxyde de carbone. Le problème, par exemple, c'est que le dioxyde de carbone est un gaz totalement inodore, on n'a pas conscience qu'il est là, et si on en a en grande quantité, eh bien ces gaz peuvent irriter les voies respiratoires, provoquer des malaises et surtout être dangereux justement dans des zones de dépression mal ventilées. Si on se trouve dans un creux et qu'il y a une accumulation de CO2, par exemple, le CO2 va déplacer l'air, par exemple dans une grotte, et puis on va manquer d'air, s'évanouir, et enfin voilà, je vous laisse imaginer la suite. Donc il faut quand même faire attention de pas trop s'approcher de ce genre de sources comme les geysers. Et finalement, comme je vous le disais, le sol aussi autour de la zone hydrothermale peut être assez instable, car souvent le sol est creux et on a des cavités remplies d'eau chaude bouillante sous la surface à différents endroits. Donc, des effondrements localisés pourraient se produire, et c'est donc pour ça que dans les parcs géothermiques, il est interdit de quitter les chemins aménagés à cet effet. Mais bon, là, je vous parle surtout d'Yellowstone, qui est un immense parc. En Suisse, on n'a pas tout à fait la même chose. Les entretiens de Synergie Mag. Comment vous savez si une source d'eau chaude est dangereuse pour se baigner ou non? Il y a une température en particulier? Le premier critère, pour savoir si on peut se baigner, c'est la température. Donc, si on est en 35-38 degrés, c'est la température idéale, c'est tout ce qu'on aimerait. Déjà, au-delà de 39 degrés jusqu'à 40 degrés, ça devient une limite, on va dire, pour un bain prolongé. Mais c'est encore possible? C'est encore possible, oui. Jusqu'à 40 degrés, on va dire. Mais là, il faudrait pas rester plus de 10 minutes. Quelque chose du genre. Et par contre, au-dessus de 41 degrés jusqu'à 43 degrés, on a un risque de malaise. Et à partir de 45 degrés, on a des brûlures possibles. Ça devient chaud, et là, à 50 degrés, c'est beaucoup trop chaud pour se baigner. Donc, généralement, ce que je recommande, c'est de mesurer la température, pas à l'aide de sa main, jamais, mais à l'aide d'un thermomètre qui est fiable, pour être sûr que l'eau n'est pas trop chaude. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a aussi la composition chimique qui rentre en compte, parce que on le sait pas, mais certaines eaux, en plus d'être chaudes, peuvent être chimiquement agressives. Donc, il peut y avoir une forte concentration en soufre, le soufre mélangé à de l'eau. Petit cours de chimie. Alors le soufre c'est S2 et l'eau c'est H2O. Et bien quand on combine les deux, on obtient du H2SO4, c'est-à-dire de l'acide sulfurique. Donc voilà, une petite bain d'acide sulfurique, c'est sympa pour décaper la peau. On peut aussi trouver de l'arsenic naturel, d'autres métaux lourds ou un pH qui est très acide. Donc il faut faire attention à ça. En Suisse, je vous rassure, les eaux thermales exploitées, comme par exemple Leukerbad, connu sous Loche-les-Bains pour les francophones, sont régulièrement analysés. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Mais par contre, une source d'eau chaude sauvage, elle, n'est pas analysée. On ne peut pas trop savoir. Et une dernière chose aussi à tenir en compte, c'est donc la fameuse stabilité du sol dont je vous parlais avant. Si on voit un sol qui est blanc ou jaunâtre avec beaucoup de dépôts de minéraux, bien ça pourrait cacher une fine croûte fragile, donc sur laquelle il ne faudrait pas marcher, avec peut-être une poche d'eau brûlante juste en dessous. Il faut se méfier, si le sol a l'air un peu instable, croûté, ça serait un danger potentiel. Pour vous dire comment savoir tout ça, quels sont ces signes d'instabilité aussi, si on a des bulles importantes, donc vraiment beaucoup d'ébullition dans l'eau, de la vapeur intense qui s'en dégage, et aussi peut-être des variations rapides du niveau de la source, et aussi une très forte odeur de gaz, on peut dire que toutes ces choses combinées sont un red flag en anglais, ça veut dire non. Là, il faut pas mettre les pieds dedans, c'est pas une bonne idée. Parce que justement, ça peut indiquer une température très élevée, si on a beaucoup de vapeur d'eau, une pression variable, et puis aussi peut-être un risque de jaillissement d'un geyser. C'est que c'est une zone très active, on va dire. Mais bon, en Suisse, on est tranquille, on n'a pas des sources d'eau chaude aussi violentes que ça. Finalement, une dernière chose, le cadre légal. En fait, si la baignade est interdite, non aménagée ou non autorisée, pas signalée, c'est généralement pour des raisons de sécurité. Vous allez me dire, oui, mais bon, il y a des sources d'eau chaude sauvages où quand même en Suisse, c'est safe, on peut aussi baigner. Mais je parle surtout de manière générale dans le monde. Si on voit que c'est baignade interdite ou des choses comme ça, il faut prêter attention aux panneaux, on va dire. Les entretiens de Synergie Mag. Qu'est-ce qu'il y a comme minéraux dans les sources d'eau chaude? Les différents minéraux qu'on va trouver proviennent, comme je vous l'ai dit, des roches qu'on dit en termes géologiques, on dit les roches encaissantes. Donc c'est les roches environnantes. Lorsque l'eau s'était infiltrée profondément sous terre, l'eau va passer en fait des centaines, voire peut-être des milliers d'années sous terre, donc en train de baigner, on va dire, ces roches. Donc en fait, elle va dissoudre les éléments chimiques qui sont dans ces roches, qui peuvent être du calcium, du magnésium, du soufre aussi, ou de la silice. Donc ça va dépendre en fait du type de roche. Par exemple, dans le Jura, c'est des roches
roches calcaires, donc on aura surtout du calcium, peut-être un petit peu de magnésium, etc. Si c'est des roches volcaniques, là on aura plus de soufre, de magnésium et de silice. Donc voilà, juste pour vous donner une idée de la composition de ces eaux thermales. Quels sont les bienfaits physiques et psychologiques d'une source d'eau chaude? Ah, on en vient au meilleur. Alors, les bienfaits physiques déjà sont multiples. La première, c'est la relaxation musculaire. En fait, la chaleur, donc on est immergé dans l'eau chaude, ça va aider à dilater les vaisseaux sanguins. Ça va augmenter aussi la circulation dans le corps, donc en fait ça va aider à la récupération musculaire et forcément donc aider aussi juste à détendre les muscles contractés, et cette grande circulation sanguine va aussi mieux oxygéner les tissus, amener plus d'oxygène là où on en a besoin. Donc finalement en fait c'est quelque chose de très utile après un gros effort, comme par exemple en Suisse on fait beaucoup de ski de randonnée ou d'alpinisme typiquement, donc voilà, un petit passage au bain de lavet sur le retour de la dent de morcle, c'est une bonne chose. Mais ça ne s'arrête pas là, donc on a aussi d'autres bénéfices comme le soulagement des douleurs articulaires, car la chaleur combinée à la flottabilité dans les sources d'eau chaude en fait va diminuer la pression sur les articulations. Elle améliore donc aussi la mobilité et va temporairement soulager les douleurs lombaires ou l'arthrose. D'où un des principes justement de la balnéothérapie utilisée dans les stations. Et finalement, un des derniers effets, c'est les effets dermatologiques. Alors, ça ne fait pas des miracles, mais certaines eaux chaudes thermales riches en soufre, calcium, magnésium, enfin différents minéraux peuvent améliorer certaines affections cutanées comme l'eczéma ou le psoriasis léger. Finalement, on a aussi des bienfaits psychologiques. Grâce aux sources d'eau chaude, ça va nous aider à réduire le stress. Tout simplement, c'est réel, ça va activer en fait le système parasympathique. On va aussi diminuer la production de cortisol, le cortisol qui est donc l'hormone du stress, et donc favoriser une détente profonde. Et ça aide aussi à l'amélioration du sommeil, comme par exemple prendre un bain chaud avant d'aller se coucher chez soi. Ça va nous donner plus envie de dormir. Et puis finalement, souvent ces sources d'eau chaude sont dans des lieux, des cadres idylliques plutôt en extérieur, donc on a cet effet de la nature en immersion, le contact avec la nature, le bruit de l'eau, les paysages, c'est très agréable. Et enfin il y a cette dernière dimension dont on pense pas toujours, mais on a cette dimension sociale. Déjà à l'époque romaine, c'était une occasion en fait de rencontre et de détente collective que d'aller au therme tous ensemble. Et bon, vous me direz qu'on va laver les bains un dimanche, je sais pas si on est heureux de voir autant de monde. Donc voilà les différents bénéfices. Les entretiens de Synergie Mag. Quel rôle joue une source d'eau chaude dans la biodiversité? C'est une très bonne question. Souvent, on oublie que les sources d'eau chaude ne sont pas seulement des lieux de baignade, mais aussi de véritables écosystèmes spécialisés. Alors, une source d'eau chaude crée des conditions très particulières. On a une température élevée, une forte minéralisation, donc les minéraux dissous dans l'eau, et souvent un pH assez extrême et des gaz dissous aussi dans cette eau. Donc pour ce genre de conditions, on va avoir des organismes capables de survivre dans des conditions extrêmes. Ces organismes, on appelle ça des micro-organismes extrémophiles, car ils aiment les milieux extrêmes. Et justement, les premières formes de vie ont souvent été associées aux sources d'eau chaude, comme par exemple les bactéries thermophiles, donc des bactéries qui aiment l'eau chaude tout simplement, et les cyanobactéries. Donc ces organismes, ils vivent à des températures environ 40, 60, voire des fois plus de 80 degrés. Donc c'est fou de pouvoir vivre dans de l'eau aussi chaude. Et des sites comme par exemple Yellowstone National Park, le parc naturel du Yellowstone, les couleurs justement spectaculaires qu'on voit dans les bassins, si vous avez déjà vu des images, orange, vert, jaune, en fait c'est dû à ces micro-organismes, donc ces bactéries qui sont adaptées aux différentes températures. Non seulement c'est utile, mais c'est joli, on peut dire ça comme ça. En fait, plus on s'éloigne du centre du bassin qui est plus chaud, plus la biodiversité augmente. Parce que moins l'eau est chaude, plus on a de différents types de petites bestioles, bactéries qui arrivent à vivre dans les eaux thermales. En plus de ça, il y a aussi une bonne influence sur la végétation en fait qui pousse aux alentours des sources d'eau chaude, parce que les sources d'eau chaude vont créer un microclimat en hiver, donc elles vont donner une zone en fait légèrement plus chaude, moins froide entre guillemets, et donc la croissance de certaines plantes peut être précoce en fait à proximité des sources d'eau chaude, et aussi on a des types de mousses spécialisées qui vont se développer autour de ces zones. Finalement, ça peut aussi être une petite zone, on va dire, comme un refuge, un petit paradis pour la faune qui est associée à ce type de milieu. Les zones chaudes vont attirer des insectes, des amphibiens et peut-être même certains oiseaux.
en hiver. Ça peut servir du coup de refuge en fait à la faune. Et une dernière chose, ça a aussi une importance scientifique majeure, car certains micro-organismes qu'on a trouvés dans des sources d'eau chaude ont permis la découverte d'enzymes thermorésistantes qui ont été utilisées en fait en biologie moléculaire pour ensuite la recherche médicale et génétique. Bref, juste pour dire que c'est utile à la science aussi. Et finalement, certains scientifiques pensent même que la vie sur Terre pourrait avoir émergé dans des environnements hydrothermaux. Donc que la première cellule, en fait la première bactérie, serait née dans des zones hydrothermales, donc avec de l'eau chaude tout simplement. Ça serait le berceau de la vie. Les entretiens de Synergie Mag. Selon vous, les sources d'eau chaude sauvages sont-elles sérieusement protégées par la population locale en Suisse? En général, oui. La population locale et les autorités prennent assez au sérieux la protection des sources d'eau chaude naturelles, mais bien évidemment, cela dépend des sites. Donc la réalité du terrain. Beaucoup de sources sont protégées légalement. Donc on a des zones naturelles ou des réserves, des zones où c'est interdit à la construction pour protéger donc la source. De manière générale, les habitants aussi y tiennent car ce sont des sources qui font partie de leur patrimoine naturel et culturel. Donc on a souvent des associations aussi liées à ces endroits. Et le problème est que certaines sources deviennent quand même très fréquentées à cause du tourisme et des réseaux sociaux. Vous savez, ces Instagrammeurs qui disent « Ah, c'est incroyable, il faut venir ». Ce qui va entraîner en fait des restrictions d'accès, des fermetures saisonnières et puis aussi une installation de panneaux informatifs justement pour expliquer que ce sont quand même des lieux qui sont fragiles, qu'il faut protéger et une surveillance accrue. Un exemple bien connu est par exemple les bains de Lavey. C'est un site bien évidemment aménagé et surveillé, mais en fait la zone naturelle autour est aussi protégée. Par exemple, les bains à la rivière dans les Grisons et le Valais sont souvent préservés aussi par des interdictions strictes et des modifications justement selon les saisons pour limiter un peu l'accès. Mais bien évidemment, on a toujours des petites sources d'eau chaude secrètes dans certaines vallées et les habitants évitent volontairement de divulguer l'emplacement pour préserver le site. Donc ça serait peut-être un de ces endroits-là que je vous amènerai découvrir au Val d'Airain. De manière globale, on va dire qu'elles sont bien protégées quand même par les lois et aussi le sens de responsabilité des habitants. Oh, ça me rassure beaucoup. Les entretiens de Synergie Mag. Avez-vous voyagé beaucoup pour votre profession? Si oui, quels sont les pays qui vous ont beaucoup plu? Alors oui, j'ai un peu voyagé. Pas tant que ça, mais un petit peu. J'ai voyagé au Mexique déjà en 2013. En fait, c'était quand je faisais mes études entre mon bachelor universitaire et avant de faire mon master. Je voulais en avoir le cœur net si je voulais vraiment être volcanologue. Parce qu'une fois qu'on a fini son bachelor en géologie, il faut faire un choix en fait dans quoi on veut se spécialiser. Donc je suis partie au Mexique travailler comme bénévole dans l'observatoire du volcan là-bas, qui est le volcan de Colima. J'ai réalisé que j'adorais ça, que je serais pas riche, que voilà, le volcanologue ne gagne pas bien sa vie du tout, hein. C'est pas de l'exploration de pétrole ou d'or ou de sources d'eau chaude. Mais j'ai réalisé que j'aimais ça. Donc ça, c'est un voyage qui me tient à cœur. J'ai adoré le climat là-bas, les volcans incroyables. Aller sur place prendre des échantillons, c'était incroyable. J'ai aussi fait un autre voyage qui m'a marqué. J'étais aux îles Caraïbes, sur l'île de Montserrat, qui est une toute petite île que peu de gens connaissent, pas loin de la Guadeloupe, où j'ai réalisé mon projet de recherche de master, donc ma thèse de master en volcanologie en 2015. J'ai beaucoup apprécié justement la différence de culture en fait là-bas, la nourriture locale, elle est incroyable, et puis la danse, la salsa, bachata, et puis bon le wine-up hein, pour les Caraïbes en fait font partie intégrante de la vie sur place, et bien sûr les volcans qui sont vraiment incroyables là-bas. Je viens de me souvenir de quelque chose, il y avait aussi des ânes sauvages, parce qu'en fait, lors des éruptions passées sur l'île de Montserrat, beaucoup de fermes ont été détruites, et donc il y a beaucoup d'animaux qui étaient domestiques, qui ont été libérés, entre guillemets, et qui sont redevenus sauvages. Donc c'était assez drôle de se promener sur des anciennes coulées de lave, des coulées des ignimbrites, c'est des types de dépôts volcaniques lors d'éruptions explosives, en fait, qui envoient des gros nuages de cendres, et puis des coulées pyroclastiques dans les airs, et ensuite se déposent et forment une sorte de roche un peu poreuse, et plutôt beige ou grise. Et en fait, ces ânes sauvages étaient un peu agressifs. On voyait que si on s'approchait de leur territoire, ils avaient tendance à nous courir un peu après. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Les entretiens de Synergie Mag. Est-ce que vous avez un meilleur moment en tant que géologue? Alors c'est dur de choisir, donc je vais vous citer les deux meilleurs moments. Donc mon tout premier meilleur moment, c'était de voir le Stromboli
en éruption devant mes yeux. J'étais, tel un enfant. C'était lors d'une excursion universitaire sur le terrain, donc quand j'étais encore en études. En fait, c'est ce qui m'a donné envie de devenir volcanologue. J'ai trouvé ça tellement merveilleux. En fait, on est monté sur le sommet du Stromboli en fin de journée, en fin d'après-midi, pour voir l'éruption donc de nuit. Quand le volcan entre en éruption, c'est comme une pluie de bouts de lave incandescents, donc rougeoyants comme ça dans la nuit. C'était d'une grande beauté. On se sent tout petit face à la nature. On voit que c'est vraiment une force incroyable. Donc ça, c'était mon premier meilleur moment. Et mon deuxième meilleur moment, c'est que j'ai eu la chance de travailler 2 ans comme volcanologue sur l'île de Tenerife aux îles Canaries. Et c'était incroyable d'accomplir mon rêve. Tout ce pourquoi j'ai travaillé et étudié devenait enfin réalité et j'étais souvent dehors, on peut dire, à gambader entre guillemets sur les volcans, à prendre des échantillons de terrain et les analyser ensuite au laboratoire. Et d'ailleurs, petite parenthèse publicité, j'organise un voyage en mai 2027, donc l'année prochaine, sur l'île de Tenerife. Et ce sera sur le thème des volcans, mais aussi des fleurs de Tenerife, car je vais collaborer avec une botaniste locale de l'île là-bas. Donc si vous voulez qu'on vous parle de cailloux, de roches volcaniques, mais aussi de tabaiba, tajinaste, ceux qui ont déjà été là-bas reconnaîtront peut-être ces plantes, mais en fait il y a des plantes endémiques incroyables à découvrir sur l'île de Tenerife. N'hésitez pas à aller sur mon site web et voir tout ça. Les entretiens de Synergie Mag. Merci Fiona Burns pour la qualité de vos explications. Ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre tout ça et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Ça m'a fait extrêmement plaisir de répondre à toutes vos questions pointues et intéressées. Un grand plaisir, merci à vous. Merci, bon après-midi. Les entretiens de Synergie Mag.